Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un très grand honneur que nous fait ce soir Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, un très grand honneur que d'assurer pour la 4e année consécutive cette leçon inaugurale, cette leçon qui nous fait entrer dans l'année universitaire pour l'École des Affaires internationales de Sciences Po. 4e année, disais-je, 4e année que vous n'avez pas manqué à notre invitation, Monsieur le Premier ministre. 4 ans, c'est réellement, je crois qu'on peut le dire, une tradition désormais fermement installée, si fermement installée que se sont joints à nous ce soir, outre les élèves qui sont les protagonistes de cette rentrée, se sont joints des personnalités éminentes représentant d'États membres de l'Union européenne à Paris et d'autres États du monde, enseignants et enseignantes de PSIA. Tous sont venus pour vous entendre, Monsieur le Premier ministre, et cette tradition que vous avez installée, j'ai quelque espoir que si par malheur vous deviez un jour quitter les fonctions qui sont les vôtres, au moment d'échéances électorales ou à tout autre moment, vos successeurs soient tenus de la respecter. En tout cas, nous leur ferons comprendre que ce devoir s'impose désormais à tous les ministres des Affaires étrangères de la France. Alors, l'avantage d'une cérémonie qui se répète année après année, c'est que, même si c'est seulement la 3e fois que j'ai la chance de vous accueillir, ma tâche est un peu facilitée parce que je n'ai pas besoin de répéter à chaque fois les présentations, je n'ai pas besoin de vous présenter Sciences Po, ces 13 000 étudiants, ces 4 000 enseignants. Voilà de très très nombreuses années que vous connaissez notre maison, vous y avez été élève, vous y avez vous-même enseigné, vous y intervenez régulièrement depuis de nombreuses années. Je n'ai pas davantage besoin de vous présenter l'École des Affaires internationales de Sciences Po, la Paris School of International Affairs, PSIA. Vous connaissez ces 1300 étudiants, vous savez qu'ils nous viennent du monde entier, puisque pour 70%, il s'agit d'élèves internationaux. 550 d'entre eux sont là ce soir, ce sont les élèves de première année. Ils nous viennent d'à peu près 100 pays du monde. Et je n'ai pas non plus besoin de vous présenter ce soir celui qui prononcera dans quelques minutes les mots d'accueil réservés aux doyens de l'école, puisque si c'est Hassan Salamé qui a assumé cette fonction au cours des 3 rentrées précédentes, pour cette 4e rentrée, c'est un tout jeune et tout nouveau doyen qui va le faire. Mais ce doyen, vous le connaissez fort bien, puisqu'il s'agit de Enrico Letta, qui a accepté de reprendre cette lourde charge voilà quelques semaines. Enrico Letta, avec qui vous avez partagé des aventures par le passé. Enrico Letta qui partage avec vous quelques caractéristiques, puisqu'il a été, dans son pays, l'Italie, je crois l'un des plus jeunes ministres jamais nommés. Il a été également Premier ministre, tout comme vous, et il partage avec vous de très solides convictions, notamment des convictions européennes. Pas besoin de présentation donc, ce qui me permet d'aller droit à ma conclusion, Monsieur le Premier ministre, pour vous redire la joie qui est la nôtre de vous entendre ce soir, pour vous redire que les élèves ici présents qui ont choisi Paris, qui ont choisi de venir étudier les affaires internationales dans notre ville, sont le signe éclatant de l'attractivité de notre pays en matière universitaire, un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. Ils sont très impatients de vous entendre. L'actualité est hélas, plus chargée encore en cette rentrée 2015 qu'elle ne l'était l'année passée. Et donc, sans plus attendre, je vais céder ce micro à Enrico Letta et vous remercier à nouveau très très chaleureusement, Monsieur le Ministre, de l'honneur que vous nous faites en étant des nôtres ce soir. Merci beaucoup. Cher ministre, cher Premier ministre, cher Laurent, c'est vraiment un grand plaisir de ma part de t'accueillir ici. C'est une grande occasion. Frédéric Mion vient de le dire, le directeur, c'est une grande occasion parce que c'est la rentrée. Et c'est une rentrée dans laquelle nous attendons les idées avec lesquelles une classe de 500, 600 personnes qui commencent aujourd'hui, jeunes gens qui viennent, qui ont choisi Paris, qui ont choisi PSIA, venant de toutes les parties du monde, qui ont choisi Sciences Po et qui sont ici pour découvrir pendant les prochaines 2 années quel sera leur futur, leur avenir. Et naturellement, c'est très important de comprendre ce qui va se passer dans le monde pendant les prochaines 2 années.
Et donc cette rencontre avec toi, qui est devenue une tradition et qui va continuer, comme Frédéric Millon vient de le dire, est une occasion très importante pour fixer les choses dont tous les étudiants qui sont ici présents vont être protagonistes dans le prochain futur, dans les prochaines 2 années. Cette rencontre est une rencontre importante pour ce que tu diras, mais c'est une rencontre dans laquelle les protagonistes sont les étudiants. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions, des tas de questions, pas des discours, mais des questions. Les questions sont importantes parce que je suis sûr que ce sera une des parties les plus intéressantes de notre conversation. Dans une situation dans laquelle ce sera très important, très intéressant de notre côté t'écouter, parler de l'actualité naturellement, et l'actualité nous emmène immédiatement au drame de la Méditerranée, des migrations, à la terrible photo qui a eu une charge si importante pour les changements qui ont eu lieu et qui sont en train de se mettre en marche dans le terrain de la politique européenne sur la question des migrations. Mais naturellement, nous sommes très intéressés à écouter de ton point de vue ce qui va se passer ici, à Paris, sur le grand sujet de l'environnement. Paris va être la capitale de la grande conférence qui va, on espère, changer les données de l'avenir sur les grandes questions de l'environnement. C'est un des sujets sur lesquels tu es le plus engagé. Et naturellement, il y a toutes les questions européennes dont tu vas nous parler, questions sur lesquelles tu as été protagoniste pendant les derniers mois, semaines, avec ce rôle à nouveau, je dois dire entre guillemets, important de leadership de l'axe franco-allemand, de la relation franco-allemande, qu'à partir de la crise de Ukraine, Grèce a joué un rôle et est en train de jouer un rôle important pour le développement de la question européenne. Donc, bref, on a une grande opportunité. C'est une grande opportunité qui va être importante pour vous tous et pour nous tous, parce qu'aujourd'hui, on démarre réellement. Et fais-moi terminer cette brève introduction en te disant, du point de vue personnel, que si on m'avait dit que quand j'étais enfant, petit, et j'allais à l'école primaire dans une autre grande et belle ville de France, Strasbourg, et je commençais à comprendre ce que c'était la France. Et si on m'avait dit que j'aurais eu ce rôle aujourd'hui, voilà, d'introduire le discours du ministre des Affaires étrangères de la France dans un lieu qui est un lieu important de la France, j'aurais repensé à une autre façon, à une des choses qui me frappait le plus et qui m'agaçait un tout petit peu, parce que quand j'étais tout petit, et on m'appelait à l'école, alors je répondais, je disais, l'État c'est moi. Et voilà, la réaction de la salle était comme... Et je me dis, mais il se moque de moi, il rigole de mon nom, qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, j'ai compris la grandeur de cette expression que je suis obligé de porter d'une façon la plus souple possible. À toi la parole. Monsieur le directeur, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, chers amis, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère pouvoir terminer cette journée sans être totalement à faune, mais sans vous livrer des considérations trop personnelles. Le mélange d'avoir assisté pendant 3 heures sous 40 degrés de soleil au défilé militaire chinois, puis d'être plongé immédiatement dans l'air conditionné, aboutit à ce que le ministre des Affaires étrangères français est quasiment à faune. Je veux d'abord remercier le directeur de Sciences Po, M. Millon, de m'avoir invité. Il a, en termes gentils, anticipé la fin de mes fonctions.
Mais c'est vrai qu'il m'invite à réfléchir. Et parmi ces éléments de réflexion, au fond, ce qui serait un succès de cette habitude que nous avons inaugurée ensemble, puisque ça fait 4 ans que je prononce la leçon inaugurale, ce serait que mon successeur éventuel, dans une vingtaine d'années, cherche à me remplacer, non pas à cause du poste proprement dit de ministre des Affaires étrangères, mais pour pouvoir donner enfin une leçon inaugurale à son tour aux étudiants comme vous. Quant à Enrico, l'État c'est nous, et je voudrais dire simplement que vous avez choisi le meilleur. C'est devenu un rituel de ma rentrée de ministre des Affaires étrangères, entre d'une part la conférence des ambassadeurs, qui est devenue maintenant la semaine des ambassadeurs. Vous voyez à quel point le Quai d'Orsay est audacieux dans son changement. Entre d'un côté, donc, cette semaine des ambassadeurs et l'Assemblée générale des Nations unies, c'est devenu une habitude que d'être parmi vous et, j'allais dire, devant vous. Chaque année, j'évoque les crises auxquelles la diplomatie française est confrontée. Et évidemment, il constitue le quotidien du travail des diplomates. Peut-être, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être même pour beaucoup d'entre vous, étudiants étrangers et français, ce sera, si vous vous destinez à une carrière diplomatique, votre quotidien. Dans un instant, je vais aborder les crises les plus brûlantes, celles où les difficultés sont les plus grandes et les perspectives de résolution les plus incertaines. Je pense à la crise syrienne, je pense à la lutte contre Daesh, je pense d'une autre façon aux défis migratoires. Mais avant cela, je veux faire preuve d'originalité en soulignant quelques évolutions positives. Elles ne sont assurément pas les plus nombreuses, mais nous avons connu, même si nous avons tous la mémoire courte, un certain nombre d'avancées internationales importantes au cours des derniers mois, et les efforts de la France, souvent, n'y sont pas étrangers. Ça prouve que la diplomatie, que vous étudiez aujourd'hui et qu'un certain nombre d'entre vous pratiqueront demain, peut, malheureusement pas toujours, mais souvent changer le cours des choses. Et les exemples que je vais prendre illustrent ce que j'appellerais volontiers la diplomatie des résultats. D'abord, je voudrais dire quelques mots d'un dossier qui m'a beaucoup occupé et qui est celui du nucléaire iranien. Pendant 12 années, cette question a occupé et préoccupé la communauté internationale. Un Iran doté de la bombe atomique, non seulement aurait constitué un danger considérable en soi, mais ce qu'on ne voit pas toujours, cela aurait provoqué une course mortifère à l'arme nucléaire dans toute la région qui est déjà extrêmement éruptive. Et donc, face à ce risque qui était considérable, nous avons adopté, nous, la France, une position que j'ai appelée de fermeté constructive, qui signifiait quoi? Oui à un accord, mais à condition que l'accord écarte de manière certaine, c'est-à-dire vérifiable, l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Et je pense que cette fermeté, qui, compte tenu des enjeux, était légitime, a largement contribué à nous permettre de parvenir à l'accord du 14 juillet dernier. Si cet accord est approuvé, et il est de plus en plus probable qu'il va l'être, puis respecté, et nous nous sommes donné les moyens de vérifier qu'il le soit, il peut, j'insiste sur le mot « peut », faciliter davantage de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Mais rien n'est acquis, et encore moins l'horizon. C'est le message que j'ai porté lors de ma visite à Téhéran fin juillet, et pour une fois, le terme d'accord historique n'était pas galvaudé. Or, cet accord date d'il y a quelques semaines. Une autre avancée internationale, moins commentée, mais elle aussi importante,
c'est l'accord de réconciliation et de paix au Mali. Il ne faut pas oublier, même si nous avons tous la mémoire courte, moi le premier, la situation qui existait il y a moins de 3 années. Il y avait au Mali des autorités de transition qui étaient menacées de mort. Il y avait des terroristes qui, dans ce grand pays, circulaient sans entrave, à quelques heures de faire main basse sur l'ensemble du Mali. Et c'est l'intervention française de janvier 2013 qui a porté un coup d'arrêt. Nous n'avons pas alors commis l'erreur, qui peut exister, de considérer que la solution serait seulement militaire et que le suivi de ces opérations ne nous concernait pas. Nous avons accompagné le Mali sur les plans politiques, militaires et économiques. Nous avons rassemblé des Européens, des Africains, la communauté internationale. Nous avons soutenu les efforts de paix entre le gouvernement légitime du Mali et les groupes du Nord, qui ont abouti, avec l'appui de nos amis algériens, à un accord en juin 2015. Ça ne veut pas dire que tout soit réglé, et des exactions parfois graves continuent qu'il faut combattre. Mais au Mali, comme d'ailleurs en Centrafrique, où des élections doivent avoir lieu d'ici quelques semaines, la France, sa diplomatie, sa force armée, a rempli ses devoirs de puissance, de sécurité et de paix, et on peut dire, tout en restant prudent, que c'est un succès. Dans un tout autre contexte, et Enrico y faisait allusion, dans la crise grecque, nous avons su, au cours des derniers mois, amener petit à petit les États de la zone euro à prendre avec la Grèce les décisions difficiles nécessaires, conformément aux principes de solidarité et de responsabilité qui, selon nous, doivent gouverner l'Europe. Nous étions conscients des risques considérables, non seulement, mesdames et messieurs, économiques, mais j'allais dire surtout géopolitiques, qu'aurait présenté ce qu'on appelle un Grexit. Nous avons fait partager cette analyse à nos partenaires, notamment à nos partenaires allemands, puis à d'autres, et même si nous restons très vigilants, puisqu'il y a encore des incertitudes qui demeurent, nous avons, je crois, contribué à l'élaboration d'un compromis européen. Et d'ailleurs, nous en tirons aujourd'hui des leçons plus générales en proposant, là aussi avec nos amis allemands et d'autres, les voies nécessaires à la consolidation de la zone euro. Au titre toujours des avancées, je veux souligner un certain nombre d'initiatives qu'on a oubliées et qui pourtant sont très importantes. Par exemple, les initiatives Freeze face au fléau Ebola en Afrique de l'Ouest, dans des délais extrêmement brefs. Nous avons appuyé les personnels soignants, permis la mise en place de centres de traitement, sauvé ainsi des milliers et des milliers de vies. Nous restons présents aux côtés de nos partenaires africains pour les aider à sortir de toute une série de crises dont les conséquences sont considérables. Pourquoi débuter mon propos en évoquant ces avancées ? Non par quelque arrogance, qui serait d'ailleurs assez française, mais parce qu'elles doivent nous inciter, ces avancées, à toujours garder à l'esprit la perspective, même si elle est lointaine, même si elle est très difficile, des succès pour la diplomatie. Le métier de diplomate est un métier très difficile. Par définition, il confronte au désordre du monde. Mais la raison d'être de la diplomatie, c'est précisément l'idée que ces désordres ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas un optimisme béat, mais une conviction qui est fondée sur l'expérience. Et cette conviction permet d'affronter avec d'autant plus de détermination les crises très nombreuses, je vais en parler de quelques-unes, dans lesquelles les difficultés sont immenses. Je commence bien sûr par le drame syrien. Le président de la République s'est exprimé sur ce sujet lundi dernier. Notre analyse, contrairement à ce que je lis ici ou là, n'a fondamentalement pas varié. D'une part, nous considérons, là, il n'y a pas de révélation, que la lutte contre Daesh et les groupes terroristes est une nécessité absolue. D'autre part, nous estimons qu'en Syrie, la solution est d'ordre politique. À ceux qui voudraient voir en M. Bachar el-Assad, merci,
un partenaire, le partenaire, je voudrais rappeler une vérité qui est cruelle. Il est malheureusement le premier responsable du chaos actuel. Et ça rend très difficile, pour ne pas dire impossible, qu'il soit présenté comme l'avenir de son peuple. Tu faisais allusion à cette photo terrible du petit enfant syrien retrouvé face contre le sable, mort sur les rivages turcs. Mais j'ai lu l'histoire de son père. Et son père, avant d'être persécuté par Daesh, est passé par les prisons de Damas et de Bachar el-Assad. Et donc, considérer que, comme je l'entends, entre deux mots, il faut choisir le moindre, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. La priorité doit aller à une accélération des négociations pour installer à Damas un gouvernement de transition qui nécessairement, et nous l'avons dit dès le premier jour, sera composé d'éléments du régime, que cela nous plaise ou non, et d'éléments de l'opposition non terroriste, sans la domination de M. Assad. Si l'on n'a pas cette transition, les efforts nécessaires de la coalition internationale resteront insuffisants. Et si l'on n'a pas cette transition, qui devra respecter les droits de toutes les communautés et de tous les habitants, la Syrie risque de demeurer enfermée dans le chaos. C'est pourquoi nous agissons avec d'autres, sans relâche, avec des conversations qui ne sont pas toujours publiques, avec les partenaires arabes, avec les Américains, avec les Russes, avec les Iraniens, pour faciliter cette évolution nécessaire. Nous en avons discuté, j'en discute avec tous ces peuples, et aussi, bien sûr, avec l'envoyé des Nations Unies, M. Staffan de Mistura. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, fin septembre, pourrait être une occasion de discussion, même si le contexte, il y aura probablement des questions là-dessus, est extrêmement complexe, rendu plus complexe encore par les informations qui nous sont données sur le fait que les Russes auraient envoyé récemment des forces nouvelles, surtout près de Tartous et de Latakia. La France, c'est sa mission, va redoubler d'efforts diplomatiques pour essayer, même si c'est très compliqué, de mettre un terme à ce drame syrien qui est l'une des plus grandes tragédies de ce début de siècle. Cette crise syrienne doit être résolue pour sauver les Syriens, mais aussi pour vaincre Daesh, car Daesh se nourrit du chaos et du désespoir en Syrie. En plus des efforts diplomatiques que je viens de rappeler, nous devons être militairement actifs, puisque Daesh, qui décapite à la fois les hommes, les femmes et les monuments, tout ce qui ne lui est pas inféodé, nous menace, nous, Français, Européens, gravement, jusque sur notre propre sol. Depuis des mois, nous nous mobilisons pour lutter contre la radicalisation, pour remonter les filières djihadistes, pour identifier et surveiller les individus qui, depuis la Syrie ou sur notre territoire, voudraient perpétrer des attentats en France. Nous avons décidé d'amplifier cet effort à partir d'éléments précis qui nous étaient donnés sur la menace qui, depuis la Syrie, à cause de Daesh, menaçait la France, et c'est le sens des décisions annoncées lundi par le président de la République. Nous renforçons notre capacité de renseignement par des vols de reconnaissance en Syrie. Certains ont eu lieu hier et aujourd'hui pour nous mettre en mesure d'en tirer les conséquences si la situation le justifie. Nous devons donc mieux surveiller pour mieux lutter et mieux nous renseigner pour mieux nous protéger. En Irak, pas loin de la Syrie, et désormais les frontières sont quasiment ouvertes, nos forces armées, comme vous le savez, participent aux frappes aériennes de la coalition internationale. C'est une action militaire indispensable, de même qu'elle doit être renforcée sur le plan politique, avec ce qu'on appelle des gestes inclusifs du gouvernement irakien, de M. Abadi, afin de rassembler aussi non seulement les populations chiites, mais aussi les populations sunnites et kurdes. Car l'une des convictions que nous nous sommes faites à partir d'un certain nombre d'expériences, comparaison n'est pas raison, mais il faut tirer des leçons, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, c'est que, bien évidemment, le soutien de forces extérieures, je pense à des forces aéronavales, peut être utile ou aéroportées,
mais le combat doit être porté par les populations elles-mêmes. Et en Irak, ce sont les Irakiens, dans leur formation composite, et donc il faut que des gestes soient faits pour que les sunnites et les Kurdes puissent être aux côtés des chiites pour lutter contre Daesh sunnite. Sinon, ce n'est pas des forces extérieures qui pourront remplacer celles-là. En juin dernier, lors d'une réunion de la coalition internationale à Paris, nous avons placé chacun devant ses responsabilités. Nous avons été clairs lors du débat que nous avons fait au Conseil de sécurité sur les minorités persécutées par Daesh, en particulier les chrétiens d'Orient. Et hier même, à Paris, comme peut-être vous l'avez vu dans les journaux, en présence du président de la République et avec mon collègue jordanien, j'ai présidé une conférence internationale consacrée à ces victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient, pas seulement pour lancer un cri d'alarme, mais pour définir une feuille de route pour la communauté internationale, en décidant d'agir au moins sur 3 leviers, le levier humanitaire, le levier judiciaire et le levier politique. Et nos amis espagnols, très opportunément, ont proposé que l'an prochain, 2016, une conférence de suivi identique ait lieu chez eux, ce qui permettra à cette feuille de route d'être vérifiée. Nous avons maintenant, j'allais dire, l'appareil de toutes les décisions qu'on peut prendre pour aller en ce sens, et il y a aussi le suivi international. Chaos en Syrie, persécution des minorités au Moyen-Orient, ces drames, pour une part importante, même si d'autres tragédies sont en cause, sont largement à l'origine de la grave crise migratoire à laquelle l'Europe doit faire face. J'ai dit qu'il ne fallait pas oublier la genèse de l'échouage sans vie sur les côtes de Turquie du petit Syrien Elan. Cette image a bouleversé le monde. Un mécanisme permanent, obligatoire d'accueil des réfugiés va être mis en place au plan européen. La Commission européenne a articulé ces chiffres. Des réunions auront lieu prochainement. Chaque pays devra prendre sa part. Nous y reviendrons sans doute dans les questions. Pour notre part, nous considérons qu'il faut faire preuve de solidarité. Le devoir d'accueil vis-à-vis des réfugiés de l'asile est un devoir qui ne peut pas être contourné et qui, je donne mon sentiment, ne peut pas être échangé contre des avancées monétaires, même s'il y a des aspects financiers. Mais quand on doit remplir un devoir d'accueil vis-à-vis de femmes et d'hommes pourchassés, on ne peut pas s'en exonérer en disant voilà l'amende que je vais payer. Ce n'est pas du même ordre, chacun peut le comprendre. Mais tout cela est très difficile à mettre en œuvre, et il y a aussi, bien sûr, la distinction à opérer entre le devoir d'asile, qui est absolu, et en même temps l'attitude qu'il faut adopter vis-à-vis des migrations qu'on appelle de type économique, qui, évidemment, lorsqu'elles sont massives, demandent un autre traitement. Et puis, il y a l'attitude à adopter vis-à-vis des pays de transit, et puis il y a à aller à la source, que cette source soit la pauvreté dans un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Afrique, ou que la source soit les conflits. On pourrait parler, bien sûr, et on devrait le faire, on le fera si cela vous intéresse dans les questions, de la Libye. Ceci ne doit pas nous faire oublier d'autres crises majeures. Et parmi toutes ces crises, je voudrais mentionner la question israélo-palestinienne, dont on parle peu en ce moment, mais nous considérons que le statu quo actuel fait en réalité prendre le double risque de l'embrasement et de l'enlisement. Et nous pensons qu'une approche davantage internationale, rassemblant à la fois les membres permanents du Conseil de sécurité, des Arabes, des Européens, devrait appuyer la reprise de négociations et ensuite, espérons-le, leur aboutissement en les inscrivant dans un cadre et un calendrier crédibles. Autre grave sujet de préoccupation, la lutte contre Boko Haram en Afrique, ces faux religieux et ces vrais criminels. Nous soutenons la coopération entre le Nigeria, nous recevrons bientôt
le président Bouhari à Paris, le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Bénin. Les terroristes continuent de sévir. Nous devons, avec nos partenaires internationaux, renforcer notre soutien aux pays touchés et à la force africaine qui se met en place. Et puis, dernier élément que je veux citer, la crise ukrainienne. Vous savez qu'avec l'Allemagne, la France ne ménage pas ses efforts pour permettre la mise en œuvre des accords de Minsk II, avec d'un côté un retrait définitif des armes, de l'autre des élections à l'automne, y compris dans le Donbass, et un retour au plein contrôle par les Ukrainiens de leur frontière avec la Russie. Mais autant sur le plan des armements, il semble dans ces derniers jours y avoir eu des avancées, autant malheureusement il n'y a pas encore de certitude sur le vote par la Rada des textes nécessaires aux élections, et il faut que ces élections aient lieu pour que les accords de Minsk puissent être pleinement respectés et qu'on puisse enfin espérer la levée des sanctions. Et donc j'aurai probablement l'occasion, après-demain sans doute, de me rendre chez un de nos 3 autres partenaires pour ce format de Normandie qui joue un rôle utile pour faire avancer la solution de ce sujet très difficile. Je veux insister néanmoins sur un dernier enjeu diplomatique qui est essentiel non seulement pour nous Français, mais je dirais, sans employer de trop grands mots, pour le monde. La fameuse COP21, qu'on appelle de plus en plus la conférence de Paris sur le climat. Elle aura lieu dans 3 mois. Le président de la République m'a fait l'honneur de me demander de la présider. Il s'agit d'une négociation vitale, dans tous les sens de ce terme, et je voudrais m'y arrêter quelques instants. Vitale parce que c'est la capacité que nous aurons de vivre sur une planète habitable ou non qui est en jeu. Les travaux du GIEC montrent d'une façon absolument irrécusable que si le dérèglement climatique se poursuit, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés d'élévation des températures liées à l'émission de gaz à effet de serre, cette planète deviendra invivable. Et donc, en se fixant comme objectif, lors de la conférence de Paris, de limiter à 2 degrés l'élévation de température liée elle-même à l'émission de gaz à effet de serre, ce n'est pas une fantaisie scientifique, c'est une nécessité de vie. C'est donc vital en ce premier sens. C'est vital dans un deuxième sens parce que, selon ce qui sera décidé, ou non, cela aura des conséquences sur tous les autres problèmes, car ce problème n'a de limite ni dans l'espace ni dans le temps. La question du développement est évidemment liée à cette question climatique. La question de la nourriture, la question des migrations. Aujourd'hui, voyez les questions posées par plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont obligées de migrer. Mais si les terres sont recouvertes parce que, compte tenu de la fonte des glaciers et d'autres phénomènes, il faut que des centaines de millions de personnes migrent, vous voyez l'enjeu. Et en définitive, c'est la question de la paix ou de la guerre qui est posée. Ce n'est donc pas simplement une question climatique, au demeurant très importante et très complexe, mais par la chaîne des causalités, un problème immense qui est posé, et nous allons essayer à Paris, avec le soutien de tous, de commencer à le résoudre. Je dis bien de tous, car l'une des difficultés, c'est ainsi, il en a été ainsi décidé par les Nations Unies, c'est que pour qu'un accord soit acquis, il faut qu'il ait le consensus de 196 parties IES, que j'aurai en face de moi, et qui cherchent, sans doute vraiment d'une manière très authentique, à un accord, mais qui ont objectivement souvent des positions et des intérêts différents. Et donc, quand il y a un sujet complexe et que se surajoute la nécessité d'un consensus à 196, vous voyez le défi. Et c'est vital en un dernier sens, qui est lié à l'objet même de la négociation. Là, je suis amené à entrer dans une considération plus technique.
Les fameux gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère ne partent pas comme ça. Certains resteront quelques mois dans l'atmosphère, d'autres quelques années, d'autres quelques décennies, d'autres quelques siècles. Et donc, il ne s'agit pas d'une négociation comme les autres que nous avons menées, où, si on n'arrive pas à un résultat une année, on peut reporter le problème 2 ans après, 5 ans après. Car s'il y a une accumulation de gaz à effet de serre, au bout d'un certain temps, qui n'est pas long, le dommage est irréparable et on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les sens de ce terme, cette négociation est vitale. Alors, on pourrait dire, mais le tableau tel que vous le décrivez est tel qu'il n'y a aucune chance. Si, car par rapport aux conférences précédentes, qui en général n'ont pas été des succès, on se rappelle Copenhague, les choses ont changé. D'abord, c'est le paradoxe, la situation s'est aggravée, parce que l'extrémisation des phénomènes, la montée des océans, l'acidification des océans, les températures, le degré des typhons, etc., fait que il y a aggravation et donc prise de conscience, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Deuxièmement, les scientifiques ont fait un travail magnifique. Nous aurions eu cette discussion, qui pour l'instant est davantage un monologue, je dois le reconnaître, il y a quelques années dans cette salle, sur ce sujet, il y aurait eu la moitié de la discussion qui aurait été consacrée à la question de savoir si le phénomène existait, et une deuxième moitié pour savoir s'il était dû à une réalité humaine. Aujourd'hui, mis à part dans quelques cercles particuliers, hautement idéologisés, cette distinction ou cette question n'existe plus. Les travaux du GIEC, qui ont mérité non pas le prix Nobel de physique ou de chimie, mais le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la paix, ont établi d'une façon implacable la réalité des perspectives et des courbes. Donc, aggravation du phénomène et prise de conscience, apport scientifique, modification d'attitude d'un certain nombre de grandes puissances, on pense à la Chine, totalement engagée aujourd'hui, et on le comprend, peut-être voudrez-vous en parler, quand on connaît la situation de la Chine, au regard de ces problèmes des gaz à effet de serre, engagement du président américain, engagement de l'Europe, engagement de beaucoup d'autres. Et puis, prise de conscience de la société civile, qu'il s'agisse des collectivités locales, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des organisations non gouvernementales. Donc tout ça fait que, avec un travail très important qui a été mené, qui doit être mené encore, nous espérons que Paris sera, comme on dit en bon français, un turning point qui ne résoudra pas tout, mais qui permettra d'opérer une bascule vers une ère climato-responsable, avec toute une série de conséquences positives, non seulement sur l'aspect climatique, mais sur la croissance, cette fameuse croissance verte, et sur d'autres aspects. Si nous réussissons, cela constituera assurément la plus grande avancée diplomatique de ce début de siècle. Pour parvenir à ce résultat, nous ne ménageons pas nos efforts. Notre objectif est de parvenir à un accord qui comporterait 4 piliers. Le premier pilier, c'est tout simplement l'accord juridique, juridiquement contraignant, comme on dit, legally binding, qu'il soit à la fois universel, ambitieux, différencié, c'est-à-dire qu'il prenne en compte les différences entre les pays, et qui soit durable, ça c'est moi qui ajoute, c'est-à-dire qu'il permette une révision périodique des engagements pris à la hausse. Car le deuxième aspect de la conférence de Paris, c'est que pour la première fois, on demande à tous les pays du monde de prendre des engagements, ce qu'on appelle en anglais INDC. Et donc, chaque pays dit, voilà comment je m'engage dans ce domaine, avec un degré de pression différent, pour les années qui viennent, 2020, 2025, 2030, etc. Et il sera extrêmement intéressant de collationner à Paris tous ces engagements qui montreront d'ores et déjà où on en est. On pressent où on en est. Et là, immédiatement, se crée un problème. Nous voulons signer un accord qui limite
l'augmentation de la température à 2 degrés. Mais quand on fait la somme, nous disent les spécialistes, des engagements des différentes nations, on risque de se retrouver non pas à 2 degrés, mais à 3 degrés. Alors, ce n'est pas 5 degrés ou 6 degrés comme c'était la menace. Mais 3 degrés, c'est déjà 50% de plus, et c'est beaucoup trop. Alors, on va nous dire, mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. D'un côté, vous demandez un engagement, et c'est l'objectif de la conférence de Paris, de signer pour 2 degrés, et de l'autre, quand on fait l'addition de tous les engagements de tous les pays, on se trouve à 3 degrés. Il y a une incohérence. Non, car les horizons temporels ne sont pas les mêmes. Et si la trajectoire aujourd'hui est à 3 degrés, tout ce qu'il faut faire à Paris, mon geste est plus éloquent que mes phrases, c'est de passer de 3 degrés à 2 degrés. Ce qui est possible à partir des progrès technologiques, à partir des financements nouveaux, à partir des engagements des entreprises, à partir des engagements des collectivités locales. Et précisément, c'est le troisième aspect, signature juridique, engagement des pays, financement et technologie, sans quoi rien n'est possible. Et quatrième élément, action de tous les acteurs non étatiques pour faire en sorte que Paris soit ce turning point qui nous permette de nous mettre progressivement sur la piste des 2 degrés. Voilà l'objectif. C'est évidemment très ambitieux. Souvent, on me demande est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, etc. Je réponds, c'est une formule, mais compte tenu de son auteur, je l'apprécie, puisqu'elle vient du grand Léon Blum. On lui posait une question une fois, est-ce que vous croyez à telle ou telle chose? Et il répondait, je le crois parce que je l'espère. Et c'est exactement l'état d'esprit qui est le nôtre. Nous allons faire en tout cas le maximum, et l'Europe est en pointe sur ce sujet pour permettre cet accord universel. Face aux grands défis que je viens d'évoquer, encore, ai-je laissé de côté beaucoup de choses importantes, je me suis dit, mais vis-à-vis des étudiants, je pourrais essayer de définir les principes directeurs qui guident notre action. Car, quand je fais retour sur moi-même, je pense que l'un des risques principaux qui menace tout chef de la diplomatie, c'est d'avoir à faire face à tellement de crises, il y en a tous les jours, qu'au fond, ce soit une action, ou plutôt une réaction, qui fasse que la politique soit un peu ballottée. Non pas que tout soit prévisible ou maîtrisable. Faisons attention à cela. Je me mêle très peu du débat politique intérieur, mais parfois j'entends des critiques dont la logique serait pertinente si la France était seule au monde, ou si l'Italie était seule au monde. Non, nous ne sommes pas seuls au monde. Et toute la difficulté vient qu'il faut nous-mêmes que nous prenions de bonnes décisions, et il faut faire effort, mais qu'il faut aussi convaincre les autres, qui ont chacun leur point de vue. Donc, il faut essayer d'être clair, d'avoir une certaine cohérence. Avec le président de la République, nous avons fixé 4 priorités qui déterminent concrètement mon action. Lorsque j'ai à prendre des décisions sur tel ou tel point, j'essaye de me référer à ces 4 priorités. Elles sont simples. La paix et la sécurité. La paix, ce n'est pas le pacifisme, mais la paix et la sécurité. Quand on a une position à prendre sur tel ou tel sujet, ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qui peut, du point de vue de la France, favoriser la paix et la sécurité? Le deuxième élément, c'est l'organisation et la préservation de la planète. L'organisation de la planète, parce que la France, traditionnellement, est un grand défenseur des organisations internationales, au premier rang l'ONU, et la préservation de la planète, je viens de vous parler de notre vision d'une planète préservée. Le troisième priorité, c'est la relance et la réorientation de l'Europe. Nous ne séparons pas l'une de l'autre, nous sommes des Européens, nous pensons qu'il y a une relance profonde à faire dans différents sujets, et que du même coup, ça doit nous conduire, certains éléments ont été actés, pas encore d'autres, à une certaine réorientation de l'Europe. Et enfin, quatrième élément qui tombe sous le sens, c'est le rayonnement de notre pays, puisque nous défendons nos intérêts. Et à chaque fois que des décisions sont à prendre,
mettez-vous à ma place, c'est quid par rapport à ces 4 priorités. J'avais eu l'occasion, je crois que c'était l'an dernier ou l'année précédente, de développer ces points, donc je ne vais pas y revenir. Mais je voudrais évoquer des principes qui fondent la recherche de ces objectifs. Et j'ai essayé de réfléchir à quels étaient ces 2 ou 3 principes. Le premier principe, c'est d'essayer d'être aussi lucide que possible. Qu'est-ce que j'ai à l'esprit en disant cela? C'est qu'il me semble qu'un chef de diplomatie ne peut pas concevoir une action diplomatique efficace s'il n'a pas une image exacte de l'état du monde. J'en ai déjà évoqué ici quelques grandes lignes. 2 décennies de domination des États-Unis, un système international qui connaît maintenant une dispersion de la puissance au profit des pays émergents, la Chine, l'Inde, d'autres, et des acteurs non étatiques, un monde qui n'est donc plus tout à fait westphalien, c'est-à-dire ce ne sont plus les seuls États qui font la donne, mais des groupes armés aussi, Daesh, Boko Haram, AQMI, qui mettent les acteurs traditionnels au défi, et d'une toute autre façon, d'autres groupes, je pense aux médias globaux, je pense aux réseaux, je pense aux ONG, qui mettent en cause la traditionnelle puissance ou surpuissance des États. Il faut avoir cette vision-là. De la même façon, il faut essayer d'être lucide sur la situation réelle de la France. Nous disposons certes de beaucoup d'atouts, et vous ne seriez pas ici si vous ne partagez pas cette appréciation, mais, disons les choses, les dynamiques du XXIe siècle ne sont pas toutes spontanément en notre faveur. Le poids démographique et économique de notre pays, de mon pays, va se réduire en termes relatifs. La concurrence de toute une série de pays va s'accentuer. Et ce constat doit nous inciter à agir sur le plan économique, éducatif, scientifique, mais aussi à justifier sans cesse notre rang diplomatique en lançant toute une série d'initiatives, en proposant de nouveaux formats. Je parlais tout à l'heure du format de Normandie, en nous plaçant à la pointe de grandes causes pour y rallier d'autres pays. J'ai cité la défense des minorités persécutées au Moyen-Orient, j'aurais pu citer l'abolition universelle de la peine de mort ou la lutte, je l'ai fait, contre le dérèglement climatique. La même lucidité implique de situer nos partenaires à leur véritable place. Et c'est la première chose à faire quand on dirige une diplomatie. Depuis maintenant 3 ans, 4 ans, nous avons multiplié les coopérations, essayé d'améliorer des liens qui s'étaient dégradés avec de nombreux partenaires importants. Je pourrais citer la Chine, le Mexique, la Turquie, l'Algérie, l'Afrique noire. Régler quand il se produisait des différends avec des pays amis, je pense au Maroc. Approfondir nos relations avec de nombreuses autres puissances, je pense au Japon, à l'Inde, à l'Égypte, aux pays du Golfe. Ça ne veut pas dire que nous approuvions chacun des choix de ces pays. Et lorsque nous dressons des partenariats, nous sommes lucides sur les contours, parce que l'essence même de la diplomatie, c'est de coopérer sans toujours se ressembler. Mais cette coopération, précisément, à partir d'une analyse lucide, permet d'évoquer des points qui parfois nous séparent, notamment la question des droits de l'homme, et d'avancer. Le deuxième principe que j'essaye de respecter, c'est celui d'indépendance. Ça, c'est un principe auquel la France tient beaucoup et auquel elle est d'ailleurs identifiée. Et c'est ce qui me fait penser que, quand je lis toute une série d'articles sur des étiquettes traditionnelles qui sont utilisées dans le débat sur la politique étrangère, qui est-ce qui est atlantiste, qui est-ce qui est néoconservateur, qui est-ce qui est droit de l'homiste, souvent, je ne me retrouve pas dans les réalités actuelles. Mais en revanche, dans l'exigence d'indépendance, je crois que c'est vraiment au cœur de notre diplomatie et que c'est peut-être ça qui suscite un consensus dans notre pays. Vous savez, la France, je dis cela pour ceux d'entre vous qui sont des amis étrangers, n'est pas le pays qui spontanément a dans tous les domaines le plus de consensus. Mais en matière étrangère, en matière de politique étrangère, notamment aujourd'hui, même s'il peut y avoir des différences sur tel ou tel point,
il y a ce rassemblement. Et souvent, c'est autour du thème de l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous assurer une autonomie d'appréciation et de décision. Ça veut dire que notre réseau diplomatique, il est important qu'il reste universel. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des services de renseignement de qualité. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des services d'analyse, de prévision, de stratégie qui nous permettent d'articuler l'analyse des situations locales avec une vision globale de l'état du monde. Et ça veut dire aussi que notre budget militaire doit être sanctuarisé parce que seul un petit nombre de pays peuvent décider de porter une intervention militaire et finalement de la faire. L'indépendance, c'est aussi de disposer d'une certaine liberté d'action et d'une capacité d'entraînement. Et donc, même si nous tenons compte du point de vue d'autrui, nous ne dépendons pas du point de vue d'autrui. Quand le président de la République rencontre les dirigeants de Cuba, quand j'ai fait allusion, pour expliquer ma toux, je me rends à Pékin, aux cérémonies de commémoration du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, où je me trouvais d'ailleurs avec mon collègue italien, quand nous exprimons notre position sur un éventuel élargissement de l'OTAN, nous ne nous plions pas aux exigences de tel ou tel, nous disons simplement que voilà notre choix parce que nous sommes indépendants. Ça ne veut pas dire que nous voulions faire cavalier seul, et ça veut dire en revanche que nous devons essayer d'entraîner des partenaires dans une vision politique partagée. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est évidemment dans le monde actuel une nécessité majeure. Et puis l'indépendance, ça veut dire assumer des responsabilités qui en découlent. Ça veut dire par exemple ce que nous faisons dans la conférence de Paris. Ça veut dire que puisque nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il n'y a que 5 pays qui le sont, merci au général de Gaulle, nous devons avoir un réseau diplomatique, des capacités militaires, des capacités d'analyse et de conviction qui soient à la hauteur. Ce qui explique notre attitude dans le dossier du nucléaire iranien, notre défense du respect de la souveraineté face à l'annexion russe de la Crimée, notre recherche d'une désescalade en Ukraine, notre lutte antiterroriste dans la bande saharo-sahélienne, etc., etc. Donc la lucidité, c'est indispensable. L'indépendance, c'est un pilier. Et le troisième et dernier pilier, c'est la notion de solidarité. C'est lié, d'une façon générale, à nos valeurs républicaines. C'est lié aussi à la vision que nous avons du système international. Parce que nous avons du système international une vision universaliste. Et ça découle aussi d'un constat, c'est que dans ce monde interdépendant, la stabilité, la sécurité, la prospérité de la France sont liées à nos partenaires, notamment nos partenaires européens, et à l'existence d'un système international stable et efficace. Nous exerçons cette solidarité à l'égard de nos partenaires de l'Union européenne parce qu'elle est au fondement même du projet européen, et quand il y a des tentations europhobes, et il peut y en avoir, et il y en a, eh bien nous réaffirmons ce principe. Ça implique de préserver l'unité européenne quand nos intérêts communs sont en jeu, par exemple, comme nous l'avons fait avec l'Allemagne face à la crise ukrainienne. Ça implique de partager les coûts et les responsabilités de manière équitable. Et évidemment, c'est exigeant, y compris pour la France. Ça implique d'apporter des garanties à nos alliés européens lorsqu'ils estiment que leur intégrité territoriale peut être menacée, comme nous l'avons fait vis-à-vis de la Pologne et dans les pays baltes. Ça implique de nous tenir aux côtés des peuples européens qui traversent des périodes difficiles, on l'a vu avec la crise grecque. Et puis la solidarité avec notre voisinage, et je pense en particulier à notre voisinage sud et à la relation traditionnelle extrêmement proche que nous avons avec le continent africain. Et ça implique aussi la solidarité comme principe d'organisation des relations internationales, parce que nous pensons, même si cela peut paraître un peu utopique, que c'est à terme la solidarité qui peut permettre d'organiser un système international plus juste et fondé sur le respect des droits, les droits des individus, les droits socio-économiques des peuples, les droits et devoirs des États dans un système multilatéral qui devrait être rénové. Bien sûr, je décris là l'idéal, il y a parfois une marge entre l'idéal et le réel, mais nous essayons de rester aussi fidèles que possible à cette armature. Je voudrais terminer en évoquant l'adaptation de notre outil diplomatique. Vous l'avez peut-être lu dans les journaux, mais
j'ai décidé au début de cette année 2015 de consulter l'ensemble des collaborateurs, ils sont 14 000, du ministère des Affaires étrangères, en France et à l'étranger, plus beaucoup de responsables extérieurs, pour savoir comment, compte tenu de ce qu'était leur appréciation du monde moderne et du monde futur, il convenait d'orienter l'organisation même, le fonctionnement même de ma maison. Parce que, même si parfois on l'oublie, un ministre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui définit une politique, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une administration, et donc qui en est responsable. Je le répète, 14 000 personnes, et donc il faut que ces 14 000 personnes soient gérées, qu'on réfléchisse à leur présent et à leur futur. Et pour cela, il faut évidemment se poser une question: à quoi va ressembler le monde du siècle qui a commencé? Des évidences. Il sera plus contraint sur le plan démographique. Nous allons être plus de 11 milliards à la fin du siècle. Il va être plus contraint sur le plan des ressources. Il va être plus compétitif, avec une place centrale de l'Asie et un rôle croissant de l'Afrique. Il va être plus connecté avec l'essor du numérique et la multiplication des échanges. Et malheureusement, ce monde va être aussi plus risqué. Il va aussi offrir de nombreuses opportunités. Et notre analyse, c'est qu'aucun pays ou groupe de pays, peu nombreux, ne dominera à lui seul la scène mondiale, et que donc le jeu, pour employer ce terme, sera plus ouvert. Dans ce contexte, le poids démographique et économique relatif de la France va diminuer, mais si nos choix sont pertinents, si nos outils sont efficaces, nous pouvons demeurer, c'est ma conviction, l'une des quelques nations, elles ne sont pas si nombreuses, à disposer de tous les attributs de la puissance, notre place dans les institutions internationales, notre économie, notre culture, notre langue, nos principes, notre capacité de projection militaire, nos actions de solidarité et notre attractivité. Alors, si on veut faire ça, il faudra de plus en plus mener une diplomatie globale, globale dans sa géographie, globale dans ses domaines d'action, globale dans la variété de ses instruments. Il faudra veiller au renforcement du levier européen. Il faudra veiller à assurer davantage de liens entre, d'une part, nos citoyens, en France et dans le monde, et l'Europe. Et encore plus qu'aujourd'hui, le Quai d'Orsay, ma maison, devra assumer une fonction d'interface entre l'international et le local. Je considère que tous nos concitoyens, se trouvant désormais à un moment de leur vie français à l'étranger ou français de l'étranger, la diplomatie va jouer de plus en plus un rôle de service public de l'international qui devra assumer une fonction de sécurité, de proximité et d'efficacité. Et ayant à l'esprit tout cela, cet exercice que j'ai appelé Maïdi 21, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères et du Développement international pour le XXIe siècle, a permis, à travers une large consultation, d'amplifier un certain nombre de réformes qui ont été engagées ou d'en créer de nouvelles. Et pour terminer, je veux vous citer quelques exemples. Vous savez peut-être que j'avais demandé et obtenu du président de la République, du Premier ministre, que le périmètre du Quai d'Orsay soit étendu au commerce extérieur, au tourisme et à différents autres sujets, et que j'avais commencé à engager à adapter la cartographie de notre réseau diplomatique et consulaire qui était trop concentré sur des localisations traditionnelles vers les nouveaux pôles de la puissance. Le projet, donc Maïdi 21, qui maintenant a été mis au point et adopté par le Conseil des ministres, confirme et amplifie ces réformes. Et j'ai annoncé à nos ambassadeurs que j'avais réunis à Paris il y a 2 semaines les principales décisions. Elles ne vont pas toutes vous passionner, mais je vais en évoquer quelques-unes parce que pour ceux d'entre vous dont la diplomatie sera peut-être le métier, ça peut vous donner une idée des réformes en cours. Et ça ne veut pas dire que dans d'autres pays, les mêmes réformes seront faites, mais il y a quand même une identité des situations. Alors j'ai articulé ces décisions autour de 3 exigences. D'abord, je pense qu'il faut et il va falloir de plus en plus adapter notre action extérieure. Ça veut dire quoi? Par exemple, en 2012, quand je suis arrivé au Quai d'Orsay, il y avait seulement 13% de nos effectifs qui se situaient dans les pays émergents du G20. L'objectif est qu'il soit 25% en 2025.
Par exemple, dans 2 ans, ce sera notre ambassade en Chine qui constituera par ses effectifs la première dans le monde. Par exemple, un autre enjeu est la mutualisation européenne de nos services diplomatiques. En 2012, nous avions seulement 3 de nos ambassades qui étaient colocalisées, c'est-à-dire au même endroit, avec d'autres États européens. Le chiffre devrait être de 25 en 2025. Adaptation, ça signifie aussi réactivité. Il faut donc que nous renforcions nos méthodes pour que si des problèmes nouveaux existent, soit intellectuellement nouveaux, soit physiquement nouveaux, nous puissions réagir. Et par exemple, j'ai mis sur pied, une task force de 50 collaborateurs cette année, 100 collaborateurs l'année prochaine, qui pourra se projeter en 48 heures sur toutes les crises ou les grands enjeux qui le nécessiteront. De la même façon, en termes d'adaptation, j'ai décidé de modifier un peu la relation entre ce qui se passe sur le territoire national et à l'étranger. Vous savez qu'il y a en France une réorganisation des régions, et donc à partir de la fin de cette année, j'affecterai un conseiller diplomatique du Quai d'Orsay auprès de chaque préfet de région afin de faire le lien entre chaque région française et l'ensemble de notre réseau diplomatique. Et puis cette même nécessité d'adaptation nous conduira également à la mise en œuvre d'un véritable ministère vert, que ce soit à Paris ou dans l'ensemble du monde, avec l'objectif de neutralité carbone en 2020. Deuxième chantier indispensable, la simplification, qui va reposer en grande partie sur une meilleure exploitation des potentialités du numérique. Dans les prochaines années, et ça viendra extrêmement vite, nous allons mettre en place de véritables consulats numériques, où il ne sera plus nécessaire d'un contact physique, qui pourra exister pour d'autres raisons, mais pour les formulaires, les visas, etc., tout cela sera numérique. Déjà, j'ai engagé dans 10 pays le dispositif visa en 48 heures, je l'ai fait notamment en Chine, ce qui a permis d'augmenter le nombre de nos touristes de 56% d'une année sur l'autre. Et on atteint cette année le record absolu de touristes étrangers, et maintenant c'est 2 millions de touristes chinois. Et de la même façon, le Quai d'Orsay, traditionnellement, était un ministère qui communiquait peu, mais maintenant il faut que nos diplomates communiquent, y compris à travers les réalités de l'Internet, en démultipliant leur présence sur les réseaux sociaux. Un troisième chantier, c'est la gestion moderne des ressources humaines. Tout le monde le dit, le sait, et c'est quelque chose, évidemment, que l'on apprend ici, dans cette école. Les structures ne valent que par les femmes et les hommes qui les animent et y participent. Et donc, il y a un gros effort à faire en matière d'égalité professionnelle. Il y a eu déjà des efforts. Par exemple, quand je suis arrivé au Quai d'Orsay, il y a maintenant 3 ans et demi, il y avait 23 ambassadrices. Il y en a 48 aujourd'hui, mais il faut continuer ce mouvement. Une réforme des concours, ça peut vous concerner, va être introduite l'an prochain, qui intégrera les nouvelles compétences du MAEDI, donc compétences économiques notamment, et en 2017, les épreuves seront modifiées pour prendre en compte beaucoup mieux qu'on le fait jusqu'ici les qualités personnelles, les qualités collectives et l'expérience professionnelle. Et puis nous allons encourager la mobilité à l'extérieur du ministère, notamment en entreprise, et je ne sais pas si vous le savez, mais s'agissant de l'encadrement, ce qu'on appelle l'évaluation à 360 degrés, c'est-à-dire le fait que les hauts fonctionnaires de mon ministère sont évalués par leurs collaborateurs, sera généralisé. Cela ne m'empêche pas mon pouvoir, ne supprime pas mon pouvoir de nomination, mais évidemment, ça crée des conditions de fonctionnement, de compétences, de collaboration qui sont différentes. Voilà, j'ai déjà été très long, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai voulu vous dire l'action que nous menions face à quelques grandes crises internationales, les principes directeurs qui me guidaient, qu'on n'arrive pas toujours à suivre, mais qui sont quand même nos grands guides, et puis certaines réformes que nous menons pour moderniser notre outil diplomatique et qui peuvent vous amener à réfléchir. Je le disais, le risque pour un ministre des Affaires étrangères, c'est soit de se laisser absorber par les multiples crises sans ligne directrice, soit, et j'ai quelques exemples en tête, de bâtir des théories sans grand rapport avec la réalité, soit de négliger
l'administration dont il a la charge, soit de commettre toutes ces erreurs à la fois. Je crois, moi, à la cohérence, je crois au pragmatisme, et je crois beaucoup, je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement, au travail. Merci. Alors, merci. On entre maintenant dans le moment dans lequel les protagonistes sont les étudiants. Donc, vous avez là un micro, deuxième micro, troisième micro. Je vous demande de vous mettre, de former une ligne derrière les micros, de vous préparer, de préparer des questions réellement questions, 30 secondes, 1 minute. On va en prendre 3 par 3, de façon à donner la possibilité à notre orateur de ce soir de répondre aux différentes questions. Vous pouvez vous lever et venir directement pour commencer et préparer vos questions. Peut-être pendant que vous formez les lignes, je commence avec une question. Les 2 prochaines années seront 2 années dans lesquelles les étudiants qui sont ici seront très, très attentifs à la question de quel sera le futur et le rôle des commerces internationaux dans le monde. Quel sera le rôle et quelle sera la possibilité dans le commerce international de trouver des accords. L'Europe vient d'avoir trouvé l'accord avec le Vietnam. Il y a d'autres grands sujets qui sont devant nous. Naturellement, il y a le grand sujet du TTIP et d'autres. Qu'est-ce que tu en penses si tu as une prévision à faire et si tu as naturellement une idée de comment l'Union européenne va entamer pendant les prochaines 2 années ce dossier. Voilà, j'ajoute à cette question peut-être... vous vous présentez vous dites d'où vous venez. Naturellement, vous pouvez aussi faire des questions en anglais, sans problème. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, John Senior de l'ONG Crisis Action. Les nations les plus riches du monde se réuniront mi-novembre pour le sommet du G20 en Turquie. La France est-elle prête à travailler avec ses partenaires dans le cadre de ce sommet pour que la crise des réfugiés et la crise humanitaire dans la région soient à l'ordre du jour officiel de ce sommet? Merci Monsieur le Premier ministre. Merci. Bonjour Monsieur le ministre. Vous avez dit aussi aujourd'hui à la conférence sur les dérèglements climatiques qu'on doit absolument sauver la planète. Mais que feriez-vous après décembre, après la COP? Et si la COP ne réussit pas, est-ce que la France va changer sa diplomatie vis-à-vis des pays qui ne font pas beaucoup pour l'environnement, par exemple le Canada ou l'Australie? Et est-ce que la France, est-ce que vous... peut-être va appliquer des sanctions, peut-être économiques, contre ce pays. Merci. Je rappelle aussi qu'il y a un micro en haut et je répète que, naturellement, les questions sont exclusivement réservées aux étudiants qui sont les protagonistes ici. Je te laisse la parole. Merci. Je vais, contrairement à une tendance fâcheuse que j'ai, essayer d'être court. Sur le commerce international. L'approche générale, pour des raisons évidentes, c'est d'essayer de développer le commerce international, car c'est évidemment un outil majeur pour développer la croissance, et nous avons tous besoin de croissance. Et je pense qu'il y aura, prenez l'exemple de l'Europe, un certain nombre d'accords qui seront passés. Sur la question la plus difficile, qui est celle du TTIP, sur le plan des principes, nous n'avons évidemment pas d'obstacle, mais quand je vois le contenu concret et l'état des négociations, je me pose quand même des problèmes. Je vais faire état de 3 séries de problèmes. Première série de problèmes, la question dite des marchés publics. On peut passer un accord entre l'Europe et les États-Unis si c'est un accord d'intérêt réciproque. Bon. Or, jusqu'à présent, il y a
une différence sensible entre l'ouverture aux Américains des marchés publics européens et l'ouverture des marchés publics américains, y compris des marchés régionaux, aux Européens. Les chiffres sont très différents, puisque dans un cas, on doit être, vous me corrigez si je me trompe, de l'ordre de 75 à 80%, et dans le cas, de l'ordre de 30%. Bon. Et évidemment, c'est une affaire décisive. Or, pour en avoir discuté avec le négociateur américain, je ne suis pas sûr, au moment où on parle, qu'il y ait une disponibilité de nos amis américains à ouvrir au niveau local les marchés publics. Si ça ne pouvait pas être le cas, évidemment, ce serait une difficulté considérable, le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne le secteur agricole et les préférences collectives. Je crois qu'il faut que chacun comprenne bien qu'il y a en Europe, ce n'est pas uniquement le cas de la France, un certain nombre d'habitudes, de respect en matière de santé, en matière d'environnement, dont il faut tenir compte. Et puis le troisième point, celui-là bien connu, c'est la question des panels de jugement. Après, il faut projeter tout ça dans le calendrier politique américain, qui est un peu compliqué, puisqu'il va y avoir une élection l'année prochaine. Évidemment, tout va devenir extrêmement politisé. Donc, moi, j'ai toujours dit, quand on m'a posé la question de principe, écoutez, nous sommes tout à fait ouverts à cet accord. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir développer le commerce international, mais il n'y a pas d'accord possible si les deux parties n'y trouvent pas leur avantage. Et je ne suis pas sûr que pour le moment, les négociations aient suffisamment avancé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, G20, Turquie, réfugiés. Oui, le G20 a lieu en Turquie à la mi-novembre, et je suis sûr que, au-delà des questions économiques qui sont traditionnellement abordées, au-delà des questions climatiques qui seront aussi abordées, la question des migrations sera nécessairement abordée. Elle ne va pas être résolue comme ça d'un trait de plume, mais il est évident que c'est une grande question qui se pose. Et bien sûr, elle ne pourra pas être éludée. Enfin, le dernier point, c'est est-ce qu'il se passe un échec de la COP? Qu'est-ce que vous ferez? Les sanctions? Non, les sanctions, c'est une des difficultés. On n'est pas dans un ordre juridique où, à partir du moment où tel ou tel pays extérieur ne se comporterait pas comme on le souhaite, on peut le pénaliser. Non. Mais si, par malheur, il y avait un échec de la COP, je pense que cela risquerait non seulement ce serait gravissime, parce que j'ai essayé de le démontrer, c'est une affaire vitale, mais évidemment, c'est toute la méthode elle-même qui serait mise en cause. Or, nous n'avons pas d'autre méthode. Comment voulez-vous arriver à passer un accord sur les émissions de gaz à effet de serre sans les principaux pays émetteurs? Et comment voulez-vous passer cet accord s'il n'y a pas aussi présent autour de la table les principaux pays victimes? Et donc, le système actuel n'est peut-être pas très extraordinaire, ce qu'on appelle l'ADP, puisqu'il y a une négociation qui est faite par les négociateurs, et puis il y a par ailleurs les ministres, donc c'est une grande complexité. Mais un autre système est très difficile à imaginer pour être en prise sur l'arrêté du climat. Donc, je pense que ce serait un coup très sérieux porté non seulement à la planète, mais vraiment à toute notre espérance de développement. Alors, on ne s'en sort pas par des formules, mais je trouve que Ban Ki-moon, qui est très investi dans ce sujet, résume bien la question lorsqu'on lui dit « Mais est-ce qu'il y a une autre solution ?» Il répond « There is no plan B because there is no planet B ». Et je pense que c'est un bon résumé de la situation. Donc, faisons en sorte que Paris, puisque c'est à Paris que ça se passe, soit une occasion, non pas de tout résoudre, évidemment qu'on ne résoudra pas tout en une seule conférence, mais au moins de faire ce basculement qui est indispensable pour entrer dans une croissance nouvelle. Je vais même aller plus loin, et
prolonger la réflexion sur le plan philosophique. Je relisais il y a peu de temps un livre magnifique, un peu compliqué mais magnifique, de Claude Lévi-Strauss, qui s'appelle Triste Tropique. Et vers la fin du livre, Lévi-Strauss, grand esprit, a une phrase qui ressemble un peu à celle-là. Il dit « Le monde a commencé sans l'homme ». C'est vrai. Et la question est de savoir s'il ne se poursuivra pas sans lui. Au bout du bout, quand vous tirez le fil, c'est la question qui est posée par la conférence de Paris et ses successeurs. Oui, allez. Good evening, Mr. Honorable Minister. I am Omar Jabang. I come from the Gambia, West Africa, a country surrounded by Senegal. I am very pleased to hear and have also known the intervention that French government has done in various countries in promoting peace and understanding, including countries in my region, that's Mali, and other countries too in other parts of the world. I have this question actually that have been waving in my mind, and I'm not too sure if either that government is unwilling or unable. I could recall very well in 1960, Senegal got its independence from France, and currently there is a problem that is a rebellion within the country, that is the Casamance region, the southern region, and the main Senegal. My question is, what is French position in trying to bring peace and understanding between the southern region and the main government? Thank you. À vous. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que la France a une stratégie... Présentez-vous toujours. Ah ouais. Je suis étudiant en sécurité internationale, en première année. Mais vous avez un nom? Tristan. Voilà. Tristan, donc. Est-ce que la France a une stratégie pour concilier la nécessité d'accueillir des immigrés, enfin des réfugiés plutôt, et l'hostilité de l'opinion française, de la majorité de l'opinion française en tout cas? Bonsoir, merci pour votre intervention. Le micro, près du... Bonsoir, merci pour votre intervention. Je suis à Axel, en première année en sécurité internationale aussi. J'aurais deux questions assez courtes. La première, ce serait sur la légalité des interventions éventuelles décidées par le président de la République. Après les reconnaissances, ce sera évidemment des frappes dans le but de tuer des terroristes et des terroristes français, de nationalité française, qui sont reconnus comme tels et qui sont susceptibles donc d'être éliminés. Mais quelles sont les bases légales pour autoriser ce fait dans un pays qui n'est pas couvert normalement par l'intervention? La deuxième question, c'est par rapport à la Turquie. Et je voulais savoir ce que vous pensez de la politique actuelle de Erdogan par rapport notamment aux Kurdes et à ce que j'appellerais un double jeu en finançant des mouvements plus islamistes et terroristes comme Al-Nosra en Syrie pour jouer ce type de mouvement contre les populations kurdes. Je vous remercie. Merci beaucoup et bravo pour la précision des questions. Sur la première question, qui porte sur le Sénégal et la Casamance. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas m'ingérer dans ce qui est la politique intérieure du gouvernement sénégalais, qui est un gouvernement ami. Disons que la situation est différente de ce que nous avons fait au Mali. Au Mali, il y avait des terroristes qui menaçaient de prendre le contrôle de tout le Mali. Les autorités de transition nous ont demandé d'intervenir. Nous sommes intervenus. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est une rébellion qui existe depuis très longtemps, qui est liée à différents facteurs ethniques, économiques, etc. Et il serait tout à fait déplacé de la part de la France de vouloir intervenir. Simplement, ce que nous devons souhaiter, bien sûr, c'est qu'on trouve des solutions pacifiques à cette difficulté qui existe d'ailleurs depuis très longtemps. Sur la deuxième question, qui est, mais d'un côté, les réfugiés, la nécessité d'accueillir, de l'autre, dites-vous, enfin, vous ne formulez pas comme ça, une hostilité de l'opinion française. Les choses sont évidemment complexes. Et je crois qu'il est très tôt et qu'il serait hasardeux de dire l'opinion française est pour tel élément
ou contre tel élément. Je pourrais vous répondre, quand nous décidons une politique, nous le faisons en fonction de ce que nous jugeons être l'intérêt national, et non pas en fonction de tel ou tel sondage. C'est vrai, même si, évidemment, il faut tenir compte aussi de ce qu'est l'opinion publique. Mais je crois que sur ce sujet, beaucoup de gens sont partagés. D'ailleurs, peut-être l'êtes-vous vous-même. Regardez, Enrico disait que la photo du petit garçon, du petit enfant mort, a certainement bouleversé beaucoup de choses. Et les gens n'étaient pas nécessairement sensibles à ce qui se passait avant. Beaucoup de gens disaient, bon, Syrie, c'est loin, ils se disputent, qu'est-ce qu'on a à faire là-bas? J'ai entendu ça. Hein. Et puis voilà, vous avez tout d'un coup le choc d'une fragilité, d'une tendreté, avec cette monstruosité. Et vous dites, bon, on est des êtres humains, on ne peut pas rester sans réagir. Donc nous-mêmes, nous sommes dans une contradiction. Je ne dis pas les responsables politiques, mais la population. Après, vous interrogez les Français, vous leur dites à un moment donné, et puis ça dépend beaucoup de la question, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens étrangers qui doivent venir en France? Je ne suis pas sûr que la réponse sera très positive. Mais si vous dites, écoutez, voilà, les gens qui sont pourchassés par Daesh, par ceci, par cela, est-ce qu'on peut les laisser mourir? Est-ce qu'on peut les laisser crever? Est-ce qu'on peut les laisser se noyer en mer Méditerranée? Ou bien, même si c'est difficile, est-ce qu'il faut faire quelque chose? La réponse sera différente. Mais je ne dissimule pas le fait, et c'est ça le sens profond de votre question, que si les nombres en cause devaient être durablement très forts, il peut y avoir une réaction négative de l'opinion. Déjà, vous avez vu, je ne veux pas faire de cas particuliers, que les pays d'Europe ne sont pas tous à l'unisson. Il y a la réaction des Allemands, qui est d'une certaine façon, et puis il y a la réaction d'autres pays, et puis il y a des histoires nationales qui sont différentes. Donc, sur un sujet comme celui-ci, je pense qu'il faut éviter la démagogie, il faut se poser les questions sérieusement, il faut à la fois dire que le droit d'asile, ça existe, et qu'il faut donc l'appliquer, et qu'en même temps, je crois que c'était Rocard qui disait ça, on doit prendre une part de la misère du monde, mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde sur le plan économique. Il faut s'adresser aux causes, le développement, le sous-développement, la pauvreté, agir sur les pays de transit, mais savoir que de toutes les manières, la population sera très partagée. Le dernier point, c'est sur la légalité de ce que nous faisons. Alors, pour le moment, nous ne sommes pas intervenus. Nous avons survolé le territoire syrien, enfin, en tout cas, une partie d'entre lui, et nous devons notifier cela, c'est le droit international qui veut ça, aux Nations Unies. Nous le faisons, nous le ferons, je ne sais pas si nous l'avons fait aujourd'hui ou si nous le ferons demain, sur la base de l'article 51, c'est-à-dire la légitime défense. À partir du fait que, dès lors qu'il est avéré qu'à partir du territoire syrien, qui n'est pas entièrement contrôlé par le gouvernement syrien, c'est moins qu'on puisse dire, des forces de Daesh menacent des intérêts français à la fois à l'extérieur et en France, nous sommes parfaitement légitimes à nous défendre. Et c'est sur cette base-là que peut se faire, actuellement, c'est des prises de photos par avion, et peut-être, si le président de la République en décide, y aura-t-il d'autres conséquences. Mais c'est sur la base de l'article 51. Enfin, dernier élément, vous m'interrogez sur la politique turque. Là aussi, il faut faire attention, et puis je m'exprime, bon, je suis le chef de la diplomatie française, donc il faut que je fasse attention à mes termes. La Turquie est réellement engagée dans la lutte contre Daesh. Et il lui avait été reproché à certains moments de ne pas être assez engagé. Mais pour avoir conversé, pas plus tard qu'hier, avec mon collègue turc qui était à Paris, cet engagement est réel. Alors après, il y a la question kurde. Nous disons simplement que nous souhaitons, dans ce conflit comme dans d'autres, que ce soit par la discussion et la négociation qu'on trouve des solutions. À un problème d'ailleurs qui n'est pas simplement en Turquie, qui est beaucoup plus large.
Alors je sais bien qu'on dit beaucoup de choses sur la période électorale, sur ceci, sur cela, mais je ne veux pas entrer dans ces considérations. Moi je pense que dès lors que la Turquie est engagée vraiment dans la lutte contre Daesh, c'est quelque chose de positif, que par ailleurs s'il y a des conflits internes en Turquie, il faut essayer de les résoudre par la négociation. Et enfin un dernier point, qui n'est pas un mystère, je me rappelle que mon collègue Davutoglu, qui aujourd'hui est Premier ministre, mais qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères, m'avait dit quand il y avait 100 000 Syriens en Turquie, c'est pas possible que ce soit au-dessus. Au-dessus, aujourd'hui, ils sont 1 800 000. Et donc, vous voyez la difficulté pour les Turcs. Et ce qu'ils ont à l'esprit, c'est ce qu'ils appelaient autrefois the safe zone, ou no-fly zone, c'est-à-dire au nord de la Syrie, de pouvoir avoir une zone qui soit safe, sécure, et où les Syriens pourraient être sans être menacés ni par les bombes de Bachar, ni par les bombes de Daesh. Et c'est la base des discussions qu'ils ont eues, notamment avec les Américains. Ceci n'est pas encore fait, mais c'est l'idée, si j'ai bien compris, qu'ils ont à l'esprit. Voilà ce que je peux dire sur la politique turque, qui est un pays avec lequel nous discutons et qui va bientôt être soumis au jeu électoral. Alors, si on réussit à être rapide dans les 5 dernières questions, on les prend toutes. On part par, voilà, en haut. Bonjour, je m'appelle Houda Karafi, je suis de Casablanca. Déjà, merci de partager avec nous votre temps et votre savoir. Justement, ma question est au niveau du savoir et des idées. Le mot terrorisme a été extrêmement utilisé cette dernière décennie dans la terminologie des relations internationales. Et je me posais justement la question, est-ce qu'il y a un intérêt urgent aujourd'hui à complètement reconceptualiser le concept de terrorisme pour mieux couvrir la variété des situations que l'on vit aujourd'hui, ou au contraire, y a-t-il un certain intérêt dans certaines situations de conserver justement ce flou épistémologique, parfois pour justifier des choix politiques? Voilà. Yeah. Good evening. My name is Maria Ristimaki. I come from Finland, and I have a question regarding the upcoming Paris Climate Conference. What do you see as the main obstacles to reaching a decisive plan of action at the conference? Thank you. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Olivier, je suis étudiant en première année au Master de sécurité internationale. Ma question porte sur le conflit en Libye actuel. Étant donné le fait que la France est en partie responsable de la situation actuelle en Libye, j'aimerais savoir si selon vous, la France a un rôle à jouer dans la résolution du conflit actuel. Merci. Hi, my name is Dina and I come from Lebanon. I'm doing my master's in international security, and I'm sorry for asking my question in English, but my French is very poor. So the question goes, how effective do you think the strategy France adopted in fighting ISIS, and do you think you should have and could have changed it if you had the chance to do so? Do you think you would have adopted another strategy to fight it? Thank you. La dernière. Bonsoir Monsieur le Ministre, je m'appelle Foulk Lenorand, je suis français en première année en sécurité internationale. Vous avez évoqué la question des chrétiens d'Orient et des problèmes auxquels ils ont à faire face en Syrie et en Irak. Et vous avez réaffirmé votre orientation politique envers Bachar al-Assad. Mais je pense pouvoir affirmer qu'une majorité des chrétiens en Syrie continuent de soutenir le régime de Bachar al-Assad et sont très pessimistes sur leur avenir si le régime venait à tomber. Quelles sont vos réponses à leurs inquiétudes? Merci, Monsieur le Ministre. Et voilà. Thank you. Merci beaucoup. J'espère que nos amis qui sont exprimés en anglais ont quand même compris ce que j'ai dit, parce que sinon, ils ont dû trouver le temps long. Bon. Mais ils doivent être là depuis peu de temps, parce que en général, au bout d'un certain temps, une fois qu'on a un fiancé français, enfin ça s'appelle comme ça, ou pour d'autres raisons, on pratique très bien le français. Bon, alors, sur le sujet.
Sur le terrorisme, je ne vais pas faire un cours long, mais c'est vrai que c'est un mot qui est employé d'une façon parfois très large. Et quand je discute avec tel ou tel représentant de pays, lorsqu'on parle de Daesh, ce sont des terroristes, il n'y a absolument aucun doute, d'aucune sorte. Ce sont des gens, au fond, dont le but est de tuer tous ceux qui ne sont pas inféodés à ce qu'ils représentent. Mais lorsque, dans d'autres circonstances, on qualifie de terroristes des gens qui peut-être ont des méthodes discutables, mais qui sont surtout des opposants au régime, c'est un autre problème. Donc, faisons attention, lorsqu'on nous propose, par exemple, une guerre générale contre le terrorisme, si c'est une guerre générale, une alliance contre Daesh, parfait. Mais si c'est une alliance contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les gouvernements en place, c'est un autre problème. Donc, voilà le seul commentaire que je ferai par rapport à votre question. Deuxièmement, la Libye. Alors, vous avez affirmé avec force que la France portait une responsabilité dans la situation, et donc, qu'est-ce qu'on allait faire pour sortir de cette situation? J'aurais bon, sans me défiler, au moment où il y a eu une intervention française en Libye, je me trouvais avec ma formation dans l'opposition. Mais nous avions soutenu cette intervention. Donc, je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir soutenue. Simplement, je crois que, sans donner de leçons rétrospectives, ce qui n'a aucun intérêt, l'erreur qui a été commise a été de ne pas assurer le suivi de tout cela. Parce que vous pouvez, j'allais dire vous devez, dans certaines circonstances, utiliser votre aviation, vos moyens militaires, pour modifier telle ou telle situation. Mais l'idée, dans un pays comme la Libye, qui n'est pas un État, qui est une collection de tribus, avec beaucoup de richesses et beaucoup d'armes, que parce que M. Kadhafi n'était plus là, on trouvait une solution immédiatement démocratique, c'est une illusion totale. Et donc, il y a eu une période assez longue de vacuité, la nature comme la politique horreur du vide, et ça a été rempli par des conflits entre tribus, et peu à peu, des oppositions, Tobrouk, Misrata, enfin, vous connaissez tout ça, et puis des villes qui étaient irrédentistes comme Dera se sont données à Daesh, et puis comme il y avait au Sahel des montées de terrorisme, que personne ne contrôlait rien, des terroristes se sont installés au sud, et vous avez la situation actuelle. Alors, situation actuelle, il y a un envoyé des Nations Unies, qui est un homme tout à fait remarquable, qui s'appelle Bernardino León, qui fait un travail en ce moment, et qui a proposé plusieurs plans, notamment un dernier plan, qui, espère-t-il, va permettre d'avoir l'accord, là encore, pour obtenir un gouvernement d'union. Si vous voulez qu'il y ait une action contre les terroristes, il faut d'abord que vous ayez un gouvernement d'union. Vous ne pouvez pas avoir deux gouvernements, deux parlements. Donc ce travail est difficile, d'autant qu'il y a toute une série de pressions extérieures. Mais nous, vous me posez la question, quelle est la position de la France? C'est de soutenir l'action de l'ONU et de Bernardino León, et c'est ce que nous faisons, de même que nos amis espagnols, italiens, etc. Et nous sommes bien évidemment engagés en ce sens. Alors il y a une troisième question qui est what about the strategy about ISIS? Bon, vous savez, je pense que la stratégie que nous avons utilisée, même si actuellement n'a pas encore donné tous les résultats, il n'y en a pas beaucoup d'autres, qui consistent à la fois à déployer des moyens militaires, des moyens de force. Les gens d'ISIS, ce ne sont pas des gens avec lesquels vous allez faire une conférence à la Sorbonne. Ce n'est pas le sujet. Bon, donc, vous avez vu comment ils le pratiquent. Et la terreur, ce n'est pas seulement un modus operandi, c'est leur marque de fabrique. Et donc, il faut s'organiser militairement. Mais nous considérons que pour ce qui est des troupes au sol, à partir des expériences précédentes, je pense à l'Afghanistan, je pense à l'Irak, il faut qu'il y ait
un engagement des populations elles-mêmes, et que cet engagement des populations elles-mêmes n'est possible que s'il y a une situation politique que j'ai appelée inclusive. Et c'est la même chose en ce qui concerne ISIS. Alors, après, je n'arrive pas à me relire. Oui, les chrétiens et Bachar. Ce que vous avez dit est juste. Il y a pas mal de chrétiens ou de minorités qui pensent que Bachar les protège, même s'ils n'ont pas d'amour particulier pour Bachar. Mais, et même s'ils savent, gardons ça à présent à l'esprit, qu'à l'origine de tout cela, hein, aujourd'hui vous avez 240 000 morts en Syrie et beaucoup de millions de déplacés et de réfugiés. Et au départ, c'est une révolte d'une dizaine de jeunes dans un coin de la Syrie qui a été traitée de telle manière qu'aujourd'hui nous aboutissons à ce chaos. Lorsque nous avons tenu la première conférence de Genève en juin 2012, je me rappelle très bien, c'était au début où j'arrivais au Quai d'Orsay. Daesh n'existait pas, tous ces gens-là n'existaient pas. Et c'est simplement parce que, pour des raisons complexes sur lesquelles je ne vais pas revenir, énormément de temps a été perdu, que petit à petit le terrorisme s'est installé avec au départ une complicité avérée entre Bachar et les terroristes. Mais maintenant, bon, prenons les situations telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'il faut poursuivre comme objectif? L'objectif à poursuivre, c'est d'essayer, si c'est encore possible, d'avoir une Syrie unie, où chaque communauté soit respectée, où chaque droit soit respecté. Et, bien évidemment, il y a des transitions à opérer. Mais je crois que personne de sensé peut penser que c'est M. Bachar el-Assad qui, dans 15 ans, va, pendant 15 ans, dominer la Syrie et arriver à cela. Non. Donc, il faut opérer des transitions avec, je l'ai dit, des éléments du régime, qui ne seront pas tous des saintes personnes, et avec des éléments non terroristes de l'opposition. Mais pour ça, on a besoin de travailler avec les Arabes, avec les Turcs, avec les Russes, avec les Iraniens, avec les Américains. Et c'est diablement compliqué aujourd'hui. Et néanmoins, il faut continuer. Le dernier point, c'est sur... vous m'avez demandé quel est le principal obstacle au succès de la conférence de Paris. Écoutez, j'essaye d'être optimiste et de ne pas trop penser aux obstacles, en tout cas de penser aux moyens de les surmonter. Je pense que, d'abord, il y a des situations objectives qui sont compliquées. Je vous ai parlé de l'Inde tout à l'heure. L'Inde, je vous l'ai dit, vous parlez à M. Modi, le Premier ministre, il vous dit, moi j'ai 1,4 milliard d'habitants, je dois assurer le développement de mon pays, et ma ressource principale, c'est le charbon. Bon, il se trouve que le charbon, ça crée beaucoup de gaz à effet de serre. Ayez ce chiffre en tête, le charbon c'est 2, le pétrole c'est 1,5 et le gaz c'est 1 pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Mais s'il s'agit de lui dire, M. Modi, il faut que vous arrêtiez du jour au lendemain d'utiliser votre charbon, il ne peut pas signer ça. Bon. Vous avez d'autres pays qui sont des pays producteurs de pétrole, qui vivent du pétrole. Vous pouvez leur dire, et nous leur disons, il faut petit à petit qu'on aille vers des énergies décarbonées. Mais si vous dites aux pays du Golfe, si vous dites à l'Algérie, si vous dites à des pays comme ceux-ci qui sont positifs sur le fond, voilà, il faut arrêter du jour au lendemain d'utiliser le pétrole, comment voulez-vous qu'ils le fassent? Donc il faut trouver les transitions. Si vous dites, vous avez aussi des difficultés objectives pour des pays qu'on appelle les AOSIS, les petits États insulaires, parce que eux, leur problème, c'est différent. Ils risquent d'être recouverts par les eaux. Et la question qui se pose, c'est où vais-je emmener la population? Et puis vous avez d'autres types de pays. Alors, on a cité le Canada, l'Australie. Bon, ça, c'est lié plutôt au gouvernement qu'au pays. Mais ils ont aussi des situations particulières. Et il faut donc arriver à partir de là, à trouver des compromis sans baisser le niveau d'ambition. Et puis, dégager les financements nécessaires. Le président de la République a eu des phrases très fortes là-dessus qui ont pu choquer certains pays, mais c'est vrai. Moi, je vois en permanence, à l'approche de cette conférence, toute une série de pays pauvres. Ils disent, écoutez, c'est très intéressant, mais si nous n'avons pas à notre disposition les finances et les technologies nécessaires, comment voulez-vous que nous avancions, alors que nous sommes responsables d'aucune émission de gaz à effet de serre? Et puis, il y a à nouer les alliances nécessaires, et puis à garder toujours cette ambition, et à expliquer à la fois que ce n'était pas une affaire pendant 50 ans, c'est déjà une affaire pour maintenant,
que ce n'est pas simplement une question climatique, j'ai essayé de vous faire passer ce message, mais c'est une question beaucoup plus large, que bien sûr ça représente des contraintes, mais que ça représente des opportunités formidables. Bon, et puis je crois que l'opinion publique, elle a son rôle à jouer aussi. C'est pas simplement, bon, évidemment, c'est les gouvernements qui votent, mais vous, qui êtes jeunes, vos représentants, les ONG, les entreprises, les collectivités locales, tout ça, c'est aussi une force qui compte. Et nous, le rôle de la présidence, en l'occurrence, c'est d'écouter, d'être objectif et d'essayer de faire passer ce message positif pour qu'à la fin, finalement, on se dise, la conférence de Paris est un succès. Moi, je travaille avec cet espoir en tête. Vous l'avez dit, j'ai exercé beaucoup de responsabilités, mais celle-là, c'est assurément l'une des plus importantes. Merci. Cet applaudissement, c'est le remerciement de nous tous. J'ajoute aussi que la qualité et la franchise des questions est la meilleure carte de visite d'Upsia, de Sciences Po. Et naturellement, ça va t'amener ici pour l'année prochaine et pour beaucoup d'autres années. Merci à tout le monde. Est-ce que tu m'as écrit aujourd'hui? Ah ben, je n'ai pas eu. Voilà. Je n'ai pas eu le message. Il faut demander si tu peux. Oui, mais tu l'as envoyé à quelle adresse? Parce que j'ai plus l'adresse Gmail, ENS. je crois. Non, j'ai pas de Gmail. Attends, je regarde ce que j'ai. J'ai plus l'ENS et j'ai plus l'IHEDN. Parce que moi, c'est Michel Fouché en attaché, yahoo.fr. Que j'ai changé. Il y a deux adresses qui marchent. Voilà, ben, tu enlèves le point. C'est pour ça que je l'ai pas reçu. Non, non, non. Bon, d'accord. Ok. Oui, d'accord. 23 octobre. Oui, peut-être, je sais pas. Voilà. Ce serait sympa. Oui, ben c'est...